nous respectons les traditions et nous sommes très. Je crois que c'est l'impression que le micro ne marche pas. Rien ne marche aujourd'hui, ça. Voilà. Vous m'entendez là? C'est bon? C'est important le micro, surtout pour les collègues qui sont en visio à distance et qui puissent donc assister à notre séance d'aujourd'hui. Nous sommes bien sûr très heureux de vous recevoir et d'organiser aujourd'hui cette session de communication libre qui a été pilotée par notre secrétaire général Hubert Joannet. Quelques messages, comme vous le savez, avant de démarrer nos séances, on veut bien vous tenir au courant des préoccupations qui traversent un peu notre société, et ce n'est pas totalement innocent que nous ayons Emmanuel Hirsch comme premier intervenant, professeur d'éthique médicale, et donc qui nous renvoie souvent à une réflexion plus globale que celle de la chirurgie et de notre activité strictement de soins. On est au sein d'un système social, d'un système culturel, d'un système économique, et nous avons à faire face tous ensemble, comme des citoyens, à des grands problèmes qui traversent notre société. C'est pas pour totalement... nous avons une action que l'Académie a voulu mettre en avant à la suite de la déclaration de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et donc nous sommes portés pour être solidaires des victimes de la guerre en Ukraine. Et j'ai quelques nouvelles de ce que nous avons lancé avec la chaîne de l'espoir, et avec notre collègue professeur d'anesthésie et réanimation au Val-de-Grâce, le professeur Raphaël Pitti, qui a fait une mission d'exploration sur les besoins actuels de l'Ukraine en matière de soins de santé de guerre. Et donc il a fait une mission à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, où il a pu rencontrer les autorités et voir que la vraie préoccupation actuelle pour soigner les blessés de cette guerre-là, ce sont les personnels de santé civils qui n'ont pas une formation adaptée à la problématique de la guerre, ou des grandes catastrophes et des grands traumas, etc. Donc le vrai besoin qui a été exprimé par les autorités ukrainiennes, c'est que nous puissions les aider à mieux former des collègues ukrainiens qui sont des professionnels de santé, aussi bien des collègues chirurgiens, mais l'ensemble d'une équipe de soins, pour qu'ils puissent avoir une véritable formation à ce qu'on appelle la logistique de la prise en charge de ces patients, du damage control, d'un certain nombre d'actions qui sont particulières et qu'on n'invente pas sur le terrain. Il faut vraiment y penser et s'organiser. Et donc à partir de là, on a déterminé un lieu qui est dans un collège, un très beau collège de Lviv, pour organiser une grande salle, plusieurs salles même, de formation, avec des mannequins, toutes sortes d'outils dont on peut se servir aujourd'hui. Et il a fait venir une première série d'une dizaine de collègues ukrainiens. Alors le problème, c'est souvent la langue parlée. Donc ils sont peu habiles en anglais, ils parlent surtout l'ukrainien. Et donc il faut, entre Ukrainiens, organiser quelque chose, une chaîne qui fonctionne. Et donc il a fait venir, Raphaël a fait venir à Metz, une dizaine de collègues à différentes spécialités qui ont eu un stage d'immersion d'une dizaine de jours dans la problématique de la chirurgie de guerre. Et donc ces collègues ont fait cette mission en France, ils sont repartis la semaine dernière, et derrière ça, maintenant les premières dizaines, et ça va se démultiplier, de collègues ukrainiens qui vont avoir une formation adaptée. Raphaël a eu la même expertise et la même expérience en Syrie, où il a pu former sous les bombes. Il a lui-même échappé à plusieurs attentats, plusieurs largages de bombes, sur les hôpitaux d'ailleurs. Et il a pu former pendant son séjour en Syrie 37 000 professionnels de santé. Donc vous voyez la puissance de travail qu'il a. Et c'est pas tout à fait un hasard qu'il y a eu plusieurs reportages dans la grande presse sur le travail remarquable que ce collègue fait. Alors, il le fait sous la casquette un peu de la chaîne de l'espoir, et avec l'aide de l'Académie de chirurgie. Nous avons pu faire avoir un don de la Fondation de l'Avenir de 100 000 € pour qu'ils puissent commencer à avoir des actions réelles, d'équipement, etc. Voilà. Donc c'est un signe que notre académie est complètement intégrée
à la vie dans notre société avec les problèmes que nous rencontrons tous. Voilà, maintenant il s'agit de passer à nos activités traditionnelles. Monsieur le secrétaire, est-ce que tu as un commentaire particulier? Non, pas d'information. Pas d'information spécifique, il y a l'activité travaille sur beaucoup de choses, mais il n'y a rien à annoncer aujourd'hui. Une bonne information plutôt pour le fonctionnement de l'Académie. Vous savez que nous sommes, on peut dire, un peu pauvres et que nous avons, en dehors des cotisations de nos membres, nous n'avons pas de fonds publics, nous n'avons pas beaucoup d'argent, quelques sponsors et quelques mécènes, heureusement. Mais malgré tout, cette année, on avait un déficit de l'ordre de plus de 60 000 € pour faire face à nos factures. On était en cessation de paiement. Donc là, c'était urgent de trouver des moyens financiers supplémentaires. C'est la raison pour laquelle on a créé une commission financière de l'Académie, qui a été confiée à Ronald Virag et à d'autres collègues qui y participent tous, hein, Jean-Pierre Rosenbaum, Arlette, qui est derrière lui. Et donc, aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Il y avait un accord de partenariat qui était en voie éventuellement d'extinction avec le Crédit Mutuel de l'Est et sa fondation qui s'appelle MTRL, hein, qui est une branche de Crédit Mutuel, et qui avait créé une fondation ad hoc. Et ils avaient signé un engagement sur 3 ans, donc ils n'avaient honoré qu'une première partie, c'est-à-dire 40 000 €, et il restait 80 000 € à récupérer, alors que le fonds de dotation sur lequel le Crédit Mutuel avait mis cet argent était en voie a été décidé de le liquider juridiquement à la suite du décès du pilote de cette enfin c'était plusieurs circonstances particulières, et donc heureusement il y avait un contrat signé, et à force de négociations, de câlinerie avec la secrétaire générale, en tout bien tout honneur, de câlinerie au téléphone avec la secrétaire générale du Crédit Mutuel, elle a pu ce matin nous envoyer un mail en disant que le liquidateur judiciaire allait nous permettre de faire un chèque de 80 000 € à l'Académie. Donc notre trésorier va mieux, parce qu'il était très très inquiet. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous tous et pour notre trésorier en particulier qui commençait à déprimer, voire même à se dire qu'il allait lâcher son tablier. C'est ici l'engagement qui n'était pas tenu de la part d'un partenaire, mais qui finalement sont maintenant tenus et qui nous remettent dans une situation plus normale. Voilà. Mais on continue bien sûr la recherche de sponsors, de mécènes. Jean-Pierre Rosenbaum ici présent avec les sociétés d'ophtalmologie, etc. Et les partenaires des sociétés d'ophtalmo, en particulier de ZEISS, a trouvé le moyen de nous faire attribuer un don de 15 000 € 3 ans de suite. Voilà, l'ASFA, je crois, c'est la société de réfractologie. La Saphir, pardon. La SFA, c'est la réanimation. La Saphir, dont le président est ici présent, David Touboul, qui va nous parler tout à l'heure, a fait également un geste amical, un don pour notre académie. Voilà. Donc c'est des processus sur lesquels on va continuer pour espérer qu'on puisse faire ce qu'on a à faire de manière normale. Voilà, maintenant, traditionnellement, c'est notre secrétaire de séance qui fait le compte-rendu de la séance précédente. Mon cher Jean-Pierre, c'est à toi de jouer. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, académiciens, académiciennes, chers amis, j'ai le plaisir de vous faire part du résumé de la séance du mercredi 18 mai 2022. Alors, ce résumé a été rédigé par mon co-secrétaire annuel Georges Abidaoud. Il me l'a communiqué ce matin, je l'ai reçu entre 2 blocs et j'en prends pratiquement connaissance en même temps que je vous le lis. Alors donc, cette séance était consacrée à la thromboprophylaxie périopératoire aujourd'hui, des raisons de son optimisation. C'était sous l'égide de Sanofi. Le coordinateur était Ismail Alalami. Alors le président Albert-Claude Benamou a ouvert la séance en présentant les différents orateurs et bien sûr en s'entretenant avec le professeur Alalami. Ismail Alalami a introduit la thématique de la séance
qui était consacré à la prévention de la maladie thromboembolique veineuse périopératoire. C'est un véritable challenge qui doit prendre en considération les facteurs de risque thrombotique et hémorragique liés à l'hémorragie, à la chirurgie et aux patients. L'arsenal antithrombotique s'est singulièrement diversifié depuis l'incontournable et indétrônable héparine depuis plus d'un siècle. Les modalités de prévention ont été optimisées grâce à une meilleure connaissance de la physiopathogénie des troubles de l'hémostase, des mécanismes des anticoagulants et des spécificités contextuelles du couple patient-chirurgien. Patrick Nismeti a ensuite ouvert avec la première communication liaison dangereuse, antiplaquettaire et anticoagulant. Le risque thrombotique est variable dans le temps. Il est généralement maximum au premier mois, puis modéré au-delà. Le rapport bénéfice-risque des associations antiplaquettaires, anticoagulants est en faveur de leur utilisation si le risque thrombotique est élevé et pour une durée limitée dans le temps, maximum 1 an. Quand le rapport bénéfice-risque est compatible avec un arrêt court de l'anticoagulation, si un geste chirurgical hémorragique est programmé après 1 à 3 mois après la thrombose. Il sera toujours bénéfique de le différer, si possible, après 3 mois ou de le réaliser à proximité d'un centre de recours thrombose. Je pense qu'il doit y avoir un H. Si... On peut le faire Voilà. scroller. Si les antithrombotiques compromettent inévitablement l'hémostase et font craindre un risque hémorragique, logiquement accru dans des contextes particulièrement sensibles comme la chirurgie ou chez les patients avec comorbidité plus fragiles. Le développement de nouveaux agents capables à la fois de préserver l'hémostase nécessaire au colmatage des brèches vasculaires et de limiter l'extension d'un thrombus pathologique a donc ciblé le facteur 11, sérine protéase de la voie intrinsèque et non plus les classiques acteurs clés comme le FXA ou la thrombine 1. Le FX1 contribue à la progression du caillot, mais contrairement au F1X et au F8, il n'a qu'un effet mineur sur la consolidation du caillot pendant l'hémostase. Par ailleurs, les patients déficitaires constitutionnels en FX1 ne présentent pas de saignement et d'hématome spontané ou d'hémarthrose, et la survenue d'événements cardiovasculaires y est rarement observée. En conclusion, je vous laisse lire la conclusion. Voilà. Voilà. Le facteur 11, en fait, c'est pas X1, Oui, c'est 11, c'est le facteur 11, pardon, oui. qui est un facteur très important que notre ami El Alami. Alors, c'est un compte-rendu d'une séance assez technique, assez complexe, où quand on écoute nos collègues qui sont spécialistes, sont les meilleurs pédagogues de la transmission de la complexité. En l'occurrence, dans un compte-rendu comme ça synthétique, ça fait un peu touffu et c'est un peu peut-être difficile à bien suivre complètement. Mais le facteur 11, il nous en a fait tout un truc et c'était pour lui le Graal de l'anticoagulation aujourd'hui. Alors il faudrait peut-être qu'on recomprenne un peu mieux, peut-être. Oui, merci, parce que c'est vrai que là, je n'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance. Alors, Nadia Rosencher a ensuite présenté recommandations, quoi de neuf en orthopédie, d'un French Touch. Les recommandations doivent évoluer en fonction des nouvelles études randomisées, avec une puissance suffisante de l'évolution des techniques chirurgicales et des techniques anesthésistes. En effet, ces nouvelles techniques permettent de réduire le temps d'immobilisation des patients et permettent donc le parcours RAC, bas de contention. Plusieurs études randomisées ont montré que les risques cutanés et autres sont supérieurs aux bénéfices en la réduction du risque thromboembolique. Il n'est plus recommandé d'associer CEBA à une prophylaxie anticoagulante. De même, l'étude Extend a montré l'inefficacité de la compression pneumatique intermittente associée aux anticoagulants. La seule indication de la compression pneumatique intermittente est la contre-indication aux anticoagulants, en risque modéré, traumatisme, arthrodèse, etc. L'étude Pronomos permet de recommander une prophylaxie avec un meilleur bénéfice net pour le
Rosadon, qui réduit C'est Xarelto, qui réduit le risque. Qui fait partie de la catégorie des AOD, des anticoagulants directs. Merci de compléter les connaissances de l'ophtalmologiste. Alors, donc, qui réduit le risque d'embolie. Alors, ce qu'il faut retenir de ce petit exposé, c'est les barres antithrombotiques que tout le monde a prescrites, il faut les mettre au rencard. Ça ne sert à rien et ça coûte encore beaucoup d'argent à la sécurité sociale. En France, on utilise très peu la compression pneumatique intermittente. C'est complètement idiot parce que là, on est sûr que c'est quelque chose d'important et qui a un véritable effet, en particulier pour des patients qui ont des risques hémorragiques. Quand on les met avec des anticoagulants agressifs, voire associés à des antiplaquettaires, parce qu'ils nous ont appris qu'on pouvait parfaitement associer les deux, et de plus en plus, parce que plus on est puissant, plus on est actif, mais en même temps on prend des risques. Et donc le risque hémorragique devient fort, et donc ça contrebalance l'intérêt qu'on a sur l'anticoagulation. Et donc d'où l'intérêt des techniques complémentaires, non médicamenteuses, comme la CPI, qui est vraiment une méthode très importante qu'on devrait développer. Alors, ça devrait faire partie, c'est un topo qui a l'air un peu technique, mais qui fait partie des recommandations qu'on doit faire, que l'Académie peut faire pour l'ensemble des chirurgiens, parce qu'on a tous à faire face au risque thrombotique et à son inverse, c'est-à-dire le risque hémorragique lié à la thérapeutique de prévention. Alors, merci. Alors, le protocole RAC, qui a permis de réduire la durée d'immobilisation, a donné lieu à des recommandations européennes permettant l'utilisation de l'aspirine. Cependant, l'étude EDCAT-2, randomisée et puissante, a montré qu'après 5 jours d'anticoagulants, l'aspirine était aussi efficace que les anticoagulants, mais ne réduisait pas le risque de saignement, qui était plus élevé, sans que cela ne soit négatif. Ce schéma peut être appliqué en l'absence de risque thromboembolique du patient qui a eu un programme RAC. Ensuite, Jean-Jacques Goffa a présenté... Jean-Jacques Goffa, c'est un néphrologue, patron à l'hôpital Tenon, qui a une grosse expertise de l'insuffisance rénale et donc du traitement sous anticoagulants de ces patients-là. Donc c'est une catégorie très particulière et difficile à soigner. Alors, Jacques Goffa a ensuite présenté insuffisance rénale sévère, quel choix adéquat. Les patients présentant une des maladies rénales chroniques ont un risque accru de thrombose veineuse, d'événements cardiovasculaires et d'hémorragie. Ces risques croissent avec la gravité de l'insuffisance rénale. En raison de l'élimination rénale et du risque d'accumulation, certains anticoagulants sont contre-indiqués. En l'absence d'essais comparatifs spécifiques dans la population de patients insuffisants rénaux sévères, l'utilisation des anticoagulants reste délicate. Il faudra dépister et évaluer la fonction rénale. Il faudra savoir ajuster la posologie des HVPM pour un débit de filtration glomérulaire entre 30 et 15 millilitres par minute. Je vous prie de m'excuser, mais vraiment, la prochaine fois, je demanderai à Georges de le présenter lui-même parce que c'est résumé, parce que c'est un petit peu compliqué là. Alors, ces derniers étant contre-indiqués pour on l'a dit, pour un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15. Les antivitamines K sont susceptibles d'aggraver le déclin de la fonction rénale et favoriser les calcifications vasculaires, mais restent le seul anticoagulant oral qui a une AMM pour une DLG inférieure à 15 en France. Les AOD ont un meilleur rapport bénéfice-risque dans ces populations que les antivitamines K. Dans l'espoir que de nouvelles molécules, notamment l'anti-F11, pourraient représenter des perspectives d'avenir chez cette population à risque. Daniel Hérault, thromboprophylaxie périopératoire chez l'obèse, toujours plus. Le risque d'événements thromboemboliques post-opératoires est majoré d'un facteur 2 en cas d'obésité.
Ce risque augmente de 37% avec chaque augmentation des unités de l'IMC. Le patient obèse morbide est donc particulièrement à risque, sans doute parce qu'il cumule d'autres risques que l'obésité. Moindre morbidité, hypercoagulabilité, antécédents d'EVT, comorbidité cardiovasculaire, chirurgie plus longue ou qui se complique plus souvent. La chirurgie... C'est plus logique que souvent. Voilà, c'est ça. La chirurgie bariatrique doit être... La chirurgie bariatrique doit être différenciée d'autres chirurgies plus à risque, carcinologique, orthopédique du membre inférieur. Il est crucial d'estimer correctement ce risque individuel en préopératoire. Une sous-estimation peut entraîner une EVT grave, une surestimation, une hémorragie aux conséquences également dramatiques. Par ailleurs, en chirurgie bariatrique, plus des 2/3 des EVT surviennent après la sortie de l'hôpital. La compression mécanique intermittente mise en place dès l'entrée au bloc opératoire jusqu'à la sortie de la salle de réveil doit être complétée par une héparine de bactéries en 1 ou 2 prises par jour. L'étude de la littérature recommande de ne pas dépasser... Pour les non-spécialistes EVT, c'est événement veineux thromboembolique. La pathologie veineuse thromboembolique. L'étude de la littérature recommande de ne pas dépasser 6000 unités d'HBPM toutes les 12 heures, même en cas d'IMC supérieur à 50. Ensuite, Grigorios Gerozakas a présenté thromboprophylaxis in cancer patients. Le cancer et ses traitements augmentent le risque de thromboembolie veineuse TEV d'environ 5 à 10 fois. La thrombose associée au cancer, TAC, bien qu'étant une maladie évitable, devient un problème de santé publique, puisqu'elle est la deuxième cause de décès après le cancer lui-même. Elle impacte négativement la qualité de vie du patient et a un coût considérable pour les systèmes de santé. L'évaluation rapide et dynamique du risque individuel TAC au cours du parcours du patient dans la maladie oncologique est un enjeu majeur. Les patients doivent être évalués pour le risque de TEV lors du diagnostic de cancer et lors de l'administration du traitement adjuvant. Les patients subissant des interventions chirurgicales pour les traitements d'un cancer présentent un risque élevé de TEV et devraient systématiquement bénéficier d'une thromboprophylaxie pendant l'hospitalisation après la chirurgie. Avant la sortie de l'hôpital, il est obligatoire d'identifier les personnes à haut risque de TEV qui pourraient bénéficier d'une thromboprophylaxie pharmacologique au cours des 30 jours suivants. Les patients qui reçoivent un traitement anticancéreux, soit après le diagnostic primaire de cancer, soit après le diagnostic de la maladie récurrente ou évolutive, doivent être systématiquement évalués pour le risque de TEV. Enfin, les patients atteints d'un cancer actif, hospitalisés pour une maladie médicale aiguë présentant un risque élevé de TEV, et devraient recevoir systématiquement une thromboprophylaxie au moins pendant l'hospitalisation. Des outils d'évaluation des risques précis et validés doivent être utilisés pour l'identification des patients à haut risque de TEV éligibles à la thromboprophylaxie pharmacologique. Le score COMPASS-4 peut être utilisé chez les patients atteints d'un cancer du sein, du poumon, de l'ovaire ou du côlon. Le score de Pappinger peut également être utilisé chez les patients atteints d'un cancer à risque intermédiaire de TEV. Le score de risque de Coran doit être restreint chez les patients atteints d'un cancer gastrique ou pancréatique ou d'autres cancers liés à un risque élevé de TEV. Enfin, le score de Caprini, et particulièrement le score de Caprini associé à la mesure des D-dimers avant la sortie de l'hôpital, doivent être appliqués chez les patients cancéreux chirurgicaux. Une attention particulière doit être accordée à la sensibilisation des oncologues, des médecins généralistes, des patients cancéreux, à la thrombose associée au cancer et à la reconnaissance des symptômes et des signes de thromboembolie veineuse. Karl Delphine a ensuite présenté thromboprophylaxie périopératoire en pédiatrie, objectif, déjà adulte. Les événements thromboemboliques post-opératoires sont plus rares chez l'enfant que chez l'adulte. L'incidence est d'environ 0,3% avec 2 pics de fréquence
en dessous de 2 ans et à l'adolescence. Ils sont potentiellement graves. Une évaluation initiale systématique du risque thromboembolique est importante, et cela, quel que soit le score choisi. Si ce risque est au départ faible, il faudra penser à le réévaluer régulièrement, surtout en cas de complications, reprise chirurgicale, infection, durée de séjour augmentée, mise en place d'une voie veineuse centrale. Un état des lieux actuel en France en 2022 montre probablement l'utilisation plus fréquente d'HBPM et moins de CPI, avec des doses plus basses d'HBPM. Voilà. Alors, en conclusion de séance, la thrombose est un ennemi de la santé publique. L'engagement de Sanofi pour l'amélioration de la santé mondiale reste entier. Malgré le changement d'identité du groupe, Sanofi est une entreprise française et cela ne changera pas. D'une start-up il y a 50 ans, Sanofi est devenu un leader mondial rassemblant 100 000 collaborateurs dans plus de 100 pays. La France demeure la base scientifique et industrielle dans laquelle Sanofi rayonne dans le monde entier. Ensuite, en conclusion de séance, Ismail Al-Anami a signifié qu'une compréhension plus importante de la thrombose, une meilleure appréciation du risque thromboembolique et un traitement plus adapté à chaque situation et à chaque cas représentent les éléments de la réussite de la prise en charge de nos patients. Je vous remercie pour pour notre secrétaire de séance, c'était une épreuve, on a vu, mais en même temps, cette séance est assez exceptionnelle. C'était une vraie masterclass, très haut niveau, très compliquée, avec des super spécialistes qui ont essayé de faire un tableau de l'anticoagulation préventive dans les cas les plus compliqués, les obèses, les cancers, les enfants, etc. Donc toutes ces catégories de patients et les insuffisants rénaux. Et en plus, on a maintenant une kyrielle à la fois d'anticoagulants classiques, des AOD, des antiplaquettaires, des scores. Vous avez, il y a 3 ou 4 noms d'évaluation de scores, il y en a plein d'autres. Et donc c'est quand même un maquis. Ce sujet est très complexe et donc il mérite véritablement que pour nous non spécialistes de ce domaine, on s'y attache parce qu'en même temps, on doit prendre à chaque fois des décisions. On n'a pas beaucoup d'aide pour prendre des décisions et on est souvent dans des usages un petit peu soit innocents, soit insuffisamment argumentés, ou alors des usages à risque, où on fait courir des risques à nos patients alors qu'on ne devrait pas. Donc c'est un peu sur ces thématiques-là. C'est important que la Sanofi aussi s'associe en tant que mécène à cette séance, parce que c'est quand même le plus grand laboratoire français, un des premiers leaders dans le monde, et est devenu un peu à cette occasion mécène de l'Académie nationale de chirurgie. Donc on va tirer de cette séance des recommandations de l'Académie pour essayer d'éclairer, parce que le compte-rendu là est trop complexe. On n'a pas vu les lignes de force, les messages qu'il devrait y avoir pour chaque item particulier, et c'est ça qu'on devrait peut-être notre collègue qui a fait ce compte rendu, il est entré dans le détail de chaque communication, alors que moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui vous reste après avoir entendu le super spécialiste. Qu'est-ce qui vous reste, quel est le message qu'on doit retenir et dans la pratique, ou les quelques messages essentiels. Et ça, donc on va y retravailler, on va faire des résumés qui deviendront peut-être, puisque c'est une des tâches d'une académie, c'est de faire des recommandations. En dehors, on fait des rapports, on fait des recommandations, à la fois pour les collègues, mais aussi pour les pouvoirs publics, pour essayer ou les industriels, pour savoir ce à quoi on devrait insister dans l'adhésion au progrès et la limitation des risques. Voilà, merci Monsieur le Secrétaire. Merci.